Donc, je reprends la main. Alors, on va maintenant passer donc à un mode de discussion donc collectif sous le mode d'une table ronde virtuelle. Donc, qui va autour de la table. Donc, nous allons avoir nos intervenants de la matinée. Donc, Delphine Martineau, Patrick Lerena, Pascal Huguet et Raphaël Beck, que nous venons donc chacune d'écouter avec attention. Et aussi, donc, autour de la table, nous avons trois présidents de comités d'évaluation scientifique de l'ANR, donc messieurs Thierry Constancieux, Christian Hénard et Fabrice Vallée. Alors, en lien avec les organisatrices du colloque, on s'est dit que, vu voilà, qu'on était un petit peu, enfin, on avait un petit peu moins de temps que prévu, on voulait commencer d'abord peut-être par recueillir les réactions de nos invités, donc, qui sont les trois présidents de comités d'évaluation scientifique de l'ANR. Donc, des réactions. Alors, est-ce que plus concrètement, peut-être, est-ce que ce que vous venez d'entendre, dans quelle mesure est-ce que ça fait écho aux pratiques concrètes que vous mettez en place dans votre activité d'évaluation? Donc, peut-être, si vous pouvez, chacun votre tour, en commençant donc peut-être par monsieur Constancieux. Voilà, dans quelle mesure ça vous interpelle, ce que vous venez d'entendre? Oui, vous m'entendez? C'est bon? Oui, très bien. Alors, évidemment que tout ce qu'on entend nous interpelle, et on essaye, quand on fait tourner les comités, de limiter au maximum l'impact de ces biais. Alors, je peux vous témoigner un petit peu de la façon dont on essaie de travailler, ou de la façon dont on travaille au comité numéro 7, qui est le comité de chimie moléculaire. Donc moi, je suis un chimiste, je suis professeur à l'université d'Aix-Marseille. Et donc, dans ce comité, qui est un gros comité, puisqu'il y a plus de 30 membres qui siègent, c'est un comité qui reçoit presque 300 propositions de projets de financement. Déjà, on essaye de respecter ou de mettre un maximum de membres féminins dans le comité. Alors, c'est pas simple, parce que la communauté des chimistes a moins de femmes que d'hommes. Donc, c'est compliqué d'essayer de mettre un maximum de femmes dans notre comité, parce que le vivier est moins important que le vivier des hommes. Ceci dit, on ne raisonne pas tant sur le nombre d'hommes par rapport aux femmes. On regarde d'abord les compétences qui sont nécessaires pour évaluer les projets. Et dans la mesure du possible, on regarde en priorité si, sur les compétences que l'on cherche pour siéger au niveau du comité, on a des femmes. Ce qui nous permet, cette année en particulier, d'avoir une proportion de femmes qui est conséquente. On n'est pas à la parité, malheureusement, on n'y arrive pas, mais on a augmenté ces 2 dernières années de manière assez conséquente la proportion de femmes. Ensuite, le comité travaille en regardant en toute priorité la qualité du projet scientifique, la qualité du consortium qui est monté. On ne regarde pas le nom du porteur. Bien évidemment, on est obligé de prendre en compte le CV du porteur et surtout les compétences du porteur pour voir si la personne a la capacité à piloter le projet. Mais on regarde avant tout la qualité du projet. Donc je dirais que le CV a un impact limité sur la sélection. On n'affiche pas en comité, en session de comité, on n'affiche pas le nom des porteurs. On travaille sur la qualité du projet. Et je ne pense pas du coup que le genre ait un impact sur la sélection. Alors après, j'ai essayé de regarder un petit peu sur les 3 dernières années les chiffres des projets portés par les femmes et la proportion de ceux qui ont été financés. On a des chiffres qui ne veulent pas dire grand-chose finalement, parce que d'une année sur l'autre et d'un instrument à l'autre, on a des chiffres qui
qui ne veulent pas dire grand-chose. Typiquement l'an dernier, par exemple, sur l'instrument jeunes chercheurs, jeunes chercheuses, on avait 36% de femmes qui soumettaient une proposition sur l'ensemble des propositions soumises. Il y en a 14%, sur le nombre de projets financés, il n'y a que 14% de femmes. Alors qu'en 2019, c'était 32 pour 26. Enfin, 26 pour 32. Et même en 2018, on avait 29% de projets soumis par des femmes et on avait 35% des projets financés portés par des femmes. Donc on avait même plus de proportions plus fortes. Donc les chiffres, j'espère que ces chiffres-là correspondent à notre façon de travailler et reflètent le fait qu'on ne prend pas en compte le genre de la personne qui porte le projet dans nos évaluations et surtout la qualité. Alors après, évidemment que peut-être au niveau d'un CV, le nombre de publications peut entrer en compte, mais je ne crois pas, parce que c'est surtout les compétences qui sont regardées avant tout. Et pas trop la production scientifique. On regarde si les compétences techniques, scientifiques sont là pour piloter le projet. Voilà ce que je pouvais dire pour amorcer cette discussion. Merci beaucoup. Peut-être on peut donner la parole à M. Christian Hénard, s'il vous plaît. Oui, merci M. Bataille, donc Christian Hénard. Je tiens d'abord à remercier l'ANR et le CIRAD pour m'avoir invité, notamment Laurence. Et puis je tiens aussi également à remercier Mme Laure Mirman, qui est chargée du projet scientifique à l'ANR, qui m'a beaucoup aidé dans les statistiques que je vais vous proposer tout à l'heure. J'avais préparé des slides et je regrette vraiment de ne pas avoir le temps de vous les montrer, mais bon, c'est comme cela. Donc j'étais président référent les 3 dernières années du CES 22, qui est Sociétés urbaines, territoires, construction et mobilité, qui est en fait un CES très transversal, contrairement à mon cher collègue précédent, et qui est très pluridisciplinaire. Et j'insiste sur ce point parce que ça peut être une influence, je ne sais pas, c'est une question sur la suite. Transversal, notamment, on est associé au code ERC de 7 sur 10 pour l'ingénierie et 3 sur 6 sur le Social Science and Humanities. Voilà, donc ça montre là. Alors, je me suis permis de faire quelques statistiques, alors avec des précautions, puisqu'on est sur pas des grands nombres, contrairement à mon cher collègue précédemment. Nous, on est 15 membres au comité à peu près, puis on reçoit à peu près une centaine de prépropositions. Donc, vous voyez, l'ordre de grandeur n'est pas du tout le même, mais je me suis permis, j'ai quand même osé faire quelques statistiques, si vous permettez. Alors, en termes de membres du comité, on est presque à la parité. Sur les 3 ans, on est à 40% à peu près. C'est pas facile non plus pour nous, même si on a des SHS, c'est pas du tout discriminatif ce que je veux dire, loin de là. Mais c'est aussi pas facile, je rejoins mon collègue, pour trouver des experts. On sélectionne entre guillemets, mais on propose à des experts pour leurs compétences avant tout, c'est clair. Voilà, donc c'est pas facile, mais on est arrivé sur les 3 dernières années à avoir, comment dire, un comité pratiquement à parité, c'est-à-dire que on a entendu, est-ce que résultat biais par rapport au genre des évaluateurs et évaluatrices, bon, ça peut peut-être donner du sens aux chiffres que je vais vous donner tout à l'heure. En termes de préproposition, alors, par rapport à mon collègue précédemment, les chiffres que je vous donne ne sont pas les mêmes d'une année sur l'autre, mais on n'a pas de très très grosse disparité. Voilà, c'est quand même bien qu'on ait des petits nombres. Donc, en termes de préproposition, 35% soumises par des porteurs femmes, donc un tiers à peu près, grosso modo. En termes de projets financiers, tous instruments, on est sur la moyenne de l'ANR, c'est-à-dire de l'ordre de 17%. Et pour les femmes, 40%, c'est-à-dire non seulement entre la préproposition et la sélection finale, l'étape 2, on n'a pas érosion, entre guillemets, par rapport aux porteurs femmes, et même on a plutôt une légère augmentation, ce qui est quand même assez intéressant à noter. Et puis aussi, j'ai noté sur les instruments quelque chose de très intéressant. On a un rapport de plus de 1 à 2 entre le PRCE et le PRC, c'est-à-dire concrètement que plus de 50% des projets sélectionnés porteurs femmes sont des PRCE. Je rappelle que PRCE, c'est Projet de recherche coopérative entreprise, et à peine 20% de PRC. Alors, est-ce qu'il y a une relation avec la position des femmes dans la responsabilité laboratoire et tout? Je n'en sais rien. Toujours est-il que j'ai fait ce constat. À prendre les précautions, je répète, par rapport
au petit nombre dont je dispose. Hein. Et c'est la raison pour laquelle je ne me suis pas permis d'ailleurs de faire des statistiques par rapport à des codes ERC, par exemple. Hein. Donc je termine par rapport aux instruments, PRCE 52%, PRCI 44% aussi, c'est-à-dire les femmes sont très actives en termes de portage de projets sur des PRCI internationales, hein, et JCJC 35%. Donc vous voyez, voilà. Moi, je terminerai par, pour ne pas monopoliser la parole, par des questions. Interdisciplinarité versus biais du genre. Voilà, je pose vraiment la question parce que j'ai entendu qu'effectivement, notre premier intervenant avait noté un biais très important en ingénierie, moins accentué en SHS. Je me pose vraiment la question. Et ensuite, ça a été dit, cher collègue précédent a aussi parlé de regarder le CV du porteur, etc. Moi, je me suis personnellement, en tant que président référent, posé la question suivante. Si effectivement on accorde, alors je ne dis pas qu'il faut l'oublier, mais si on accorde une importance très forte à l'expérience du porteur de projet et qu'il y a un biais dans l'attribution des ANR dans les années précédentes, est-ce qu'on ne fait pas qu'accentuer à un moment donné un écart et d'accentuer ce biais qui bien entendu est fort regrettable et qu'il faudra à un moment donné essayer de trouver. Voilà ce que je voulais dire sur l'expérience que j'ai eue ces 3 dernières années, et je profite aussi pour remercier l'ANR de m'avoir donné le plaisir et l'honneur de présider ce comité. Voilà, je vous remercie et je suis à votre disposition, bien entendu, pour des éléments complémentaires si souhaités. Merci beaucoup, monsieur Inard. On va maintenant passer la parole à monsieur Fabrice Vallée. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je voudrais tout d'abord remercier les oratrices et orateurs. C'était vraiment très, très intéressant et j'ai appris beaucoup de choses. Alors, je suis président référent pour le comité physique de la matière condensée et la matière diluée. Physique, ingénierie ont été cités par plusieurs orateurs précédents de façon relativement négative, et j'en conviens, c'est un des gros soucis au niveau des sciences dures ou très dures comme la physique. Donc, pour revenir sur le volet ANR comité, en fait, je m'associe à ce qu'ont dit mes 2 collègues. On a à peu près les mêmes préoccupations. Nous, on essaye de fonctionner effectivement en donnant un poids à la qualité du consortium, mais pas au genre du consortium. Donc, puisque ce qu'on essaye de faire, et c'est vraiment ce qui est demandé par l'ANR, et exactement la même chose pour les autres agences, hein, c'est ce qui a été dit par Monsieur Beck, c'est la qualité du projet scientifique qui compte avant tout. Et ensuite, est-ce que le porteur est dans la capacité de porter? Est-ce que le consortium est dans la capacité de le réaliser? Sans affaire de genre. En disant ça, en fait, on met déjà un petit problème de genre quand on s'attaque à une discipline comme la physique, puisque la physique, c'est à peu près 20% de femmes, hein, ça croît très, très, très lentement. Et si on fait ça, on a une petite tendance à favoriser les équipes qui ont une excellente expérience et donc des équipes établies. Ça veut dire qu'on se base plutôt sur l'historique et donc une proportion d'hommes qui mécaniquement va se retrouver plus importante. Donc si on met uniquement ce critère-là, on va effectivement favoriser la partie consortium plus masculine sans vraiment vouloir le faire. Donc c'est une chose à laquelle on doit être très attentif. On essaye de le faire, mais c'est quand même relativement difficile à mettre en œuvre. La composition du comité, donc on essaye très difficilement d'augmenter la proportion de femmes dans le comité. Je suis assez content d'avoir entendu de la part de Monsieur Huguet que c'est pas un facteur très très déterminant. J'espère que j'ai bien compris. On a beaucoup de mal à former un comité qui garde la proportion de femmes que l'on a en physique. Donc, on arrive à 20%, on était monté à 25, proche de 30, et on redescend. Pour vous donner un chiffre très simple, quand on sollicite des hommes, on a une chance sur 2 qui répondent positivement à sa participation au comité. Lorsqu'on sollicite une femme, c'est une chance sur 5. Donc, quand on est sur ce taux de réponse favorable, on arrive très vite à saturer le domaine de compétences que l'on est en train de viser. Et à ce moment-là, on est coincé, il faut choisir un homme.
Donc, c'est quelque chose qu'on essaye de faire, féminiser, mais on a beaucoup de mal à le faire. Et on comprend, les femmes nous répondent qu'elles sont complètement sursollicitées. Parce que tous les comités, toutes les instances imposent maintenant des proportions de femmes relativement importantes. En ce qui concerne la sélection des projets, on n'a pas vu de biais entre portage masculin-féminin, sachant que le portage féminin est relativement faible. Je participe également à un jury du comité national, donc j'étais très content de cette enquête auprès du comité national. C'est le CID 50 qui s'occupe de la promotion des cadres du CNRS, des personnes qui s'occupent de la gestion du CNRS. Donc on voit des personnes de très haut niveau. Là vraiment, moi j'ai pas du tout détecté de biais dans ce cadre-là, mais on voit surtout des gens qui ont déjà une carrière relativement importante qui est faite, puisqu'on le promeut DR1, ou DR classe exceptionnelle. Donc ils ont un petit peu déjà brisé la barrière forte qui est le passage CRDR au niveau du CNRS. Donc on est très attentif à ça. Je suis très content de cette étude qui a été faite. Et je suis tout à fait d'accord qu'on se fait des fois des illusions sur le fait qu'on n'a pas de biais de genre. Et je serais très heureux qu'il y ait une étude similaire qui soit faite auprès des jurys de l'ANR, une étude similaire à celle qu'a fait Monsieur Huguet sur le sujet. Donc voilà, je ne vais pas être trop plus long. Si un dernier point, c'est que pas au niveau de l'ANR, mais au niveau du CNRS et les candidatures, on a très fortement vu un effet d'autosélection. Donc, la proportion de femmes qui candidatent est plus faible que à une fonction donnée ou sollicite quelque chose, et beaucoup plus faible que la proportion de femmes dans le panel. Quand j'étais à la direction de l'Institut de physique, on l'a très bien vu au niveau des demandes de PES ou de PEDR. On avait beaucoup d'hommes qui demandaient en proportion par rapport aux femmes qui demandaient. Et là, on retrouve peut-être ce que disait Madame Martineau à propos du sentiment d'efficacité personnelle ou d'autocensure d'une certaine façon. Voilà, je vais m'arrêter là pour pas monopoliser la parole. D'accord. Merci beaucoup d'avoir été précis et concis. Merci beaucoup. Peut-être, avant de passer peut-être à des questions plus générales avec la salle, peut-être que les personnes nos trois collègues, nos quatre collègues qui sont intervenus auparavant, est-ce que donc Patrick Lérena, Pascal Huguet, Raphaël Beck ou Delphine Martineau, est-ce que vous avez des réactions, des réactions à ce qui vient d'être dit, peut-être aussi des choses que vous aimeriez dire directement à des personnes qui sont à la position que sont donc nos trois invités, présidents de comité d'évaluation scientifique à l'ANR. Je vous invite à ouvrir directement votre micro. Voilà. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, oui, moi j'aimerais dire que d'abord je me réjouis de l'attention désormais portée sur la question des comités par à peu près tout le monde. Hein. Il y a une prise de conscience, ça c'est très important, mais c'est malheureusement pas suffisant. Je crois qu'il faut franchir un pas supplémentaire qui ne va pas nous simplifier la vie. Quand on constitue des jurys, c'est déjà compliqué, comme on l'a dit, de trouver des gens qui répondent, qui vont consacrer une partie de leur temps à cet exercice, hein, à l'heure où nous sommes quand même tous dans un productivisme exacerbé. Hein, on est un peu aux limites de cet exercice. D'ailleurs, il va bien falloir changer un peu le logiciel, mais en tout cas, pour l'instant, on en est là. Et on ne trouve pas beaucoup de collègues capables de donner beaucoup de leur temps au collectif. Et ce que je veux dire, c'est que c'est encore plus corsé que ça parce qu'il faudrait les former, des jurys. C'est-à-dire, il n'est pas suffisant de dire on va mettre autant de femmes que d'hommes,
même si éthiquement, c'est ce qu'il faut faire. Bien sûr, c'est important. On ne voit pas pourquoi on n'aurait que des hommes dans les jurys sous prétexte que les femmes sont moins disponibles. Il faut faire un effort pour faire venir les femmes dans les jurys, même si nos résultats, mais c'est qu'une étude, hein, il faut voir si on peut répliquer ça, ne semble pas indiquer véritablement d'influence, en effet, de la composition sexuée du jury. Ce qu'il faut faire, je crois, c'est vraiment former, penser la formation, même de manière un peu minimale, c'est-à-dire réserver un temps auprès des membres du jury pour qu'ils se forment un peu sur la question, parce qu'on a encore quand même, on y est hein, dans les jurys les uns les autres, et parfois on a quand même des remarques sur la question de l'influence des stéréotypes, etc., qui sont tout à fait d'un autre temps, quoi. On est au 21e, et il faut former un peu les gens là-dessus. Parfait. Alors, je vous propose de prendre les questions de toutes les intervenants. Donc, je vois que Madame Martineau a levé la main virtuelle. Donc, je vous laisse la parole. Oui, merci. Ce que je voulais ajouter par rapport à ce qui a été dit, c'est sur le fait de pouvoir faire des évaluations qui ne seraient pas biaisées du point de vue du genre. Ça me paraît vraiment très difficile parce que on est imprégné des stéréotypes dès le plus jeune âge. Moi, qui fais la plupart de mes travaux au niveau, à partir de la primaire et puis beaucoup au collège, lycée, on voit à quel point les enfants, les élèves acquièrent très tôt les connaissances et les croyances stéréotypiques de genre. C'est ce qui est appris le plus tôt. Alors évidemment, il y a une différence entre connaître un stéréotype et le croire vrai. Donc on peut savoir qu'il existe tel ou tel stéréotype sans penser que effectivement les hommes seraient plus doués en sciences ou les femmes seraient plus douées en langue. Mais même si on n'adhère pas au stéréotype, on en a toujours intériorisé une partie. C'est-à-dire qu'il y a toujours une partie qui est devenue notre propre soi, qui a été incorporée dans notre soi, parce que c'est impossible d'être éduqué de manière non genrée. Il peut y avoir des éducations plus ou moins genrées, des parents qui sont plus ou moins attentifs, mais au-delà de la socialisation qui existe autour de nous, il y a tellement d'éléments qui sont genrés, les livres, les éléments, les films, des dessins animés, c'est non-stop, c'est en permanence qu'on est imprégné. Donc c'est très difficile de ne pas être imprégné de ces biais, et d'ailleurs la recherche que Pascal Huguet a présentée le montre bien, c'est que même si à un niveau conscient on ne veut pas être dans une évaluation qui serait genrée ou qui privilégierait tel ou tel groupe, notamment plutôt le groupe des hommes, eh bien, à notre insu, on le fait. Et donc, moi, alors évidemment, je trouve effectivement très positif qu'on ait ce type de colloque et qu'on puisse s'interroger sur ça. Mais ce que j'aimerais souligner, c'est que il faudrait l'admettre comme un fait et pas plutôt être cette tendance à être dans la défensive, parce que maintenant qu'on a mis l'accent sur ce problème-là, il y a une réaction tout à fait normale qui est d'essayer de dire oui, mais pas nous, pas moi, pas dans ce que moi j'ai piloté, pas dans ce que j'ai pu mettre en place comme type de comité. Et je suis complètement sûre qu'au niveau très conscient, c'est très sincère. Mais sauf que ça se passe tellement à un niveau inconscient que, ne serait-ce que l'admettre, et plutôt de regarder les statistiques que l'on a dans un sens pour essayer de se dire, finalement, c'est pas si mal, qu'est-ce qui va bien, c'est plutôt qu'est-ce qui reste encore comme pas à franchir, parce que sinon, on sera toujours sur cette dimension où sans s'en rendre compte, on aura une vision un petit peu biaisée, voire beaucoup biaisée des affaires d'évaluation, et c'est systématiquement biaisé par les stéréotypes de genre, entre autres, et d'autres choses. Voilà ce que je voulais dire. Merci.
Merci beaucoup. Je vois que Fabrice Vallée, vous avez levé la main aussi. On va juste finir le tour pour les intervenants, puis après on rentrera peut-être plus dans cette discussion directe. C'est à vous, Monsieur Lirena. Oui, je voudrais insister sur 2 points. Un qui sort de la discussion qu'on a là, les présentations, c'est que cette dimension de biais implicite, inconscient, etc., est vraiment critique. Avec toute la difficulté qu'il y a à la mesurer d'abord, et puis surtout aussi après de le corriger. Pour être très caricatural et sous forme de boutade, la seule façon de ne pas avoir de concours biaisé du point de vue genre serait d'avoir un concours par genre. Mais ce serait, bon, c'est évidemment une boutade, mais je pense que ça pose vraiment un problème du mode d'organisation et que avoir conscience de l'existence du biais n'est de loin pas nécessaire. Juste un point sur l'autre point, un débat qui a été évoqué très rapidement et qui revient souvent, c'est de dire quand on cherche des experts ou quand on juge un dossier, on privilégie évidemment son expertise et la qualité scientifique du dossier mais c'est malheureusement pas, de l'étude qu'on est en train de faire, c'est pas suffisamment, ça suffit pas comme explication, dans le sens où lorsqu'on tient compte justement de la qualité des dossiers, c'est-à-dire que quand dans les variables explicatives on y met justement tous les indicateurs classiques sur les publications, les citations, alors les réseaux, enfin on a mis plein de choses qui n'étaient pas sur les slides, on a essayé beaucoup de choses. Malgré cela, le biais reste. Donc, toute chose égale par ailleurs, comme disaient les économistes, même si je tiens compte de la qualité des dossiers, etc., le biais demeure. Donc, je pense que il y a, au-delà de cette comment dire, contradiction ou paradoxe ou incompatibilité entre les dimensions, le biais de genre est dans les processus de décision et c'est pourquoi la dimension implicite, elle me paraît absolument critique pour comprendre les résultats. Merci beaucoup. Et donc, je vais donner la parole à M. Raphaël Beck. Ok, merci. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Mais non, donc c'est des échanges très intéressants et je suis content de voir que voilà, les questions qui se posent ici sont des questions qu'on se pose aussi chez nous et en tout cas très clairement, enfin au FNRS, donc je voulais rappeler peut-être quelques points pêle-mêle que j'ai notés qui ont suite au débat et suite aussi aux différentes présentations, mais d'abord, le fait qu'il y a une différence donc, entre les différents instruments de financement, donc il y a certains instruments de financement où le CV est plus important, c'est un critère plus important dans l'évaluation. Parfois, le CV est moins important, c'est plus le projet. Et là, il y a déjà des différences. Mais pas oublier que l'évaluation de la recherche, ça se base principalement, et pas seulement chez nous, un peu partout, sur des processus de peer reviewing. Donc, ce sont des chercheurs qui évaluent d'autres chercheurs, donc c'est l'évaluation par les pairs, comme on dirait en français. Ce sont des chercheurs qui évaluent d'autres chercheurs. On a ici quelques présidents de commissions d'évaluation scientifique et au FNRS, on en gère aussi tout un ensemble. Et donc, ces biais, l'existence de ces biais, je pense que personne ne la nie. Je pense que Madame a rappelé le fait que les stéréotypes apparaissent un peu chez tout le monde très tôt dans la vie. Donc, je pense que personne ne les nie. Au niveau des agences de financement, et je pense que c'est aussi le cas dans d'autres agences que la FNRS, c'est très important pour nous de pouvoir choisir, sélectionner les meilleures demandes de financement et en essayant d'avoir des procédures qui sont le plus exemptes de biais possible. Et c'est pas toujours facile. Alors on essaye de mettre en place tout un ensemble d'outils pour monitorer, pour
essayer de voir et de vérifier qu'on est bien dans les meilleures conditions et d'adapter et d'optimiser, etc., constamment les procédures. Il y a quelques points quand même, je pense que c'est très important, la sensibilisation des experts, des intervenants dans les procédures d'évaluation. Donc parce que ces biais, généralement ils sont inconscients et ils touchent aussi les femmes. Nous on a fait des études aussi sur nos jurys. Je pense que ici il y a aussi Monsieur Huguet aussi en a parlé. Le fait que avoir 50-50, avoir une égalité de genre parfaite et un équilibre de genre parfait dans les jurys, ça n'est pas forcément garant de l'absence de biais d'évaluation. Je pense que ces biais touchent aussi les femmes. Ces biais sont souvent inconscients. Donc c'est très important, je pense, de sensibiliser les experts à leur existence. Même si ça ne règle pas tout, ça permet déjà en tout cas d'informer les gens qui parfois se rendent compte de leur existence. Il y a aussi certaines difficultés et c'est pour ça que nous, par exemple, au FNRS, on n'est pas du tout pour les quotas, donc de X% de genre minoritaire, quotas automatiques de genre. S'il y a des différences entre domaines, il y a des domaines scientifiques, notamment certains domaines des sciences exactes et naturelles où les experts, je veux dire les chercheuses permanentes du domaine sont beaucoup moins nombreuses que leurs équivalents, que leurs collègues masculins. Et donc c'est difficile. Et il y a aussi l'importance de ne pas non plus sursolliciter les femmes. Je pense qu'il y a un intervenant qui disait à un moment, quand on sollicite des hommes, voilà, on a un certain taux de réponse, puis quand on sollicite des femmes, on a un taux de réponse plus faible. Et ça, c'est aussi quelque chose, si on essaye dans tous les domaines de manière, je veux dire, aveugle d'imposer des quotas, ça va aboutir finalement à une certaine sursollicitation des femmes qui sont peut-être moins représentées parmi les chercheuses du domaine. Et donc voilà, je pense que tout ça, c'est des éléments à prendre en compte. Et voilà, je voulais insister sur l'importance de la sensibilisation. Merci. Merci beaucoup. Donc, peut-être, Monsieur Vallée, vous aviez quelque chose à ajouter, il me semble. Oui, c'est un peu dans la ligne de ce que vient de dire Monsieur Beck, en fait. On a conscience en fait de ce biais, de ce problème, que ça se passe sur la sélection des projets, mais c'est peut-être encore plus frappant dans les statistiques sur les promotions, sur les carrières. Je parlais du CNRS, la proportion de femmes dans le corps des chargés de recherche est bien supérieure à celui qu'on a au niveau des directeurs de recherche, au moins dans la discipline que je connais bien, la physique, et on a le même effet au niveau de l'université. On voit qu'en fait, on recrute de plus en plus de femmes à ces niveaux, CR, maître de conférence, mais qu'on n'arrive pas à faire réellement monter le pourcentage au niveau professeur ou directeur de recherche. C'est extrêmement faible. Donc, c'est cette barrière qui existe. On le sait depuis très longtemps. Souvent, on dit oui, c'est un problème de formation. Je rejoins Madame Martineau avec les stéréotypes qui restent, etc. Mais finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? On connaît ce problème, on le vit depuis des années. On avance très lentement. Je suis d'accord que les quotas posent de gros problèmes et posent aussi des problèmes aux femmes elles-mêmes. Quand on essaye de leur donner des quotas pour les promotions, par exemple, pour elles, ça n'est pas acceptable. C'est-à-dire, on promeut sur la qualité des dossiers et effectivement, si on est en balance entre un homme et une femme, on va privilégier la femme, mais à qualité de dossier égale. C'est ce qu'on entend continuellement de la part des différents pays. Donc, c'est une question un peu pour les différents intervenants. Comment est-ce qu'on avance? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et je suis bien conscient que moi-même, je pense faire des efforts et ne pas faire de biais, mais je suis sûr que c'est pour ça que je disais que j'aimerais bien avoir une enquête sur mon comité ou plus largement sur plusieurs comités. Je pense ne pas le faire, mais c'est certainement inconscient, comme l'a dit Madame Martineau. Probablement, il doit y avoir un biais. Merci. En fait, il nous reste donc quelques minutes. On va sûrement finir sur cette intervention de Monsieur Huguet, hein, qui voulait donc préciser quelques points. Donc, je vous laisse la parole, Monsieur Huguet.
Merci. Oui, une petite précision. Bon, il y a une mauvaise et une bonne nouvelle dans l'étude que j'ai présentée aujourd'hui. On a beaucoup insisté sur la mauvaise. La mauvaise, c'est effectivement qu'on trouve de la stéréotypie implicite installée dans tous les jurys du Comité national, chez les hommes et chez les femmes, et ça traverse tout. C'est massif. C'est vraiment très important. Ça, c'est le premier point. Mais il y a quand même une bonne nouvelle, qui est que cette stéréotypie implicite n'a une influence négative sur la promotion qu'à la condition d'être dans les jurys, dans des jurys qui, en même temps, trivialisent la question. Donc, la bonne nouvelle, c'est que on ne se débarrasse pas, certes, de la stéréotypie implicite comme ça, pour les raisons indiquées par Delphine Martineau tout à l'heure, mais en même temps, on peut faire en sorte, en briefant les gens, en les formant un peu à la question, de les faire douter. Que nous disent nos résultats? C'est ça la bonne nouvelle, c'est que dans les jurys qui doutent, c'est-à-dire qui nous disent, nous on travaille sur dossier, on travaille objectivement, on a vraiment toutes les infos, mais il n'est pas exclu quand même qu'on puisse être dépendant d'un certain nombre de dynamiques sociales en relation avec les stéréotypes. Ceux qui nous disent ça montrent de la stéréotypie implicite, mais cette stéréotypie implicite n'a pas d'effet sur les classements. C'est capital. Parce que si on n'obtient pas ça, alors en effet, on ne peut pas faire grand-chose et on se résigne d'une certaine façon, hein, pour le dire vite ce matin. Mais les résultats, les données sont plus positives que ça. Elles nous disent, quand les jurys doutent, même s'ils montrent des degrés de stéréotypie implicite importants, eh bien le lien est cassé. Le lien est cassé entre cette stéréotypie et l'influence négative de cette stéréotypie sur les promotions. C'est vraiment un résultat très important. Je pense que si on est passé dans cette revue, c'est aussi pour cette raison-là. Donc, et bien sûr, je retiens ô combien la proposition de Fabrice Vallée, de Monsieur Vallée, pour faire une étude auprès de l'ANR. Je suis et mes collègues sommes à disposition de l'ANR pour refaire ce travail, c'est important. On a besoin de données sur la table. Et puis, j'insiste et je termine par là, nos données permettent aussi une recommandation pratique, c'est que si on monte des formations, il faut faire attention à ce que les formations ne soient pas faites simplement sur la base d'un bénévolat. Parce que précisément, ceux qui vont dans les formations sont déjà ceux qui doutent. Et avec eux, il n'y a pas beaucoup de problèmes, l'étude le montre. Ce sont les réfractaires à la thématique qu'il faut envoyer en formation. Et bien sûr, je ne fais pas le malin, c'est pas facile, c'est compliqué d'obtenir que les gens qui trivialisent le sujet partent en formation sur le sujet, ne serait-ce qu'une journée avec... il ne s'agit pas du tout simplement de faire passer le test IAT et de leur dire vous êtes dans le rouge, hein, il faut aller beaucoup plus loin. On a fait des propositions à ce niveau-là et nous sommes tout à fait ouverts avec toute l'équipe à la discussion. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie, c'est vraiment une très très bonne note de finir là-dessus, donc à la fois donc, sur une note un peu positive, ou en tout cas un peu avec des outils pour contrebalancer toutes ces grandes tendances là, dont on vient de parler. Donc je ne peux pas imaginer meilleure conclusion. Donc on va finir notre table ronde sur ce point-là, et merci beaucoup pour la qualité des échanges. Hein. J'ai personnellement beaucoup apprécié, donc je pense que beaucoup de gens dans la salle aussi l'ont fait. Voilà. Merci beaucoup à tous et à toutes. Alors plutôt à tous, parce qu'effectivement, comme ça a été noté dans les questions et les commentaires qui sont adressés, un panel ce matin majoritairement masculin, pour ne pas dire exclusivement masculin, puisque seule Madame Martineau était parmi nous. Sachez que cet après-midi, le panel est inversement majoritairement féminin, puisqu'un seul homme sera parmi nous en tant qu'intervenant. Merci pour la qualité, effectivement, et à la fois des présentations et des échanges qui nous donnent à penser et à réfléchir. Alors, quelques suggestions étaient soulignées dans les commentaires qui étaient adressés, à savoir, quid de l'anonymisation des dossiers pour justement éviter ces biais de genre dans l'évaluation. Il y avait également pas mal de questions sur quid des critères d'évaluation précisément. Est-ce que ces critères d'évaluation qui
souvent mentionnent l'excellence, ne sont-ils pas construits et formalisés en faveur des hommes en ce que les qualités, les compétences attendues et qui définissent l'excellence aujourd'hui favoriseraient donc beaucoup plus les hommes que les femmes. Voilà, je pense avoir souligné. Alors après, il y a des questions qui sont plus adressées spécifiquement aux différents intervenants, mais honnêtement, il y a plus d'une centaine de questions. Donc, étant donné l'horaire, enfin, je ne sais pas si parmi vous, vous souhaitez dire un mot sur l'anonymisation ou sur les critères d'évaluation tels qu'ils sont définis et rendus publics, par ailleurs en ce qui concerne l'ANR. Juste une petite précision aussi, puisqu'il y a une question sur la binarité. Est-ce que l'ANR, pourquoi est-ce que l'ANR notamment intitule son plan d'action égalité égalité professionnelle entre les femmes et les hommes? C'est simplement parce que nous sommes alignés sur le référentiel qui a été publié par le ministère et qui s'intitule égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, mais sachez que nous avons absolument une perspective en termes de genre à l'ANR et que l'intersectionnalité est également inscrite dans notre plan d'action égalité. Voilà, donc je ne sais pas si on peut encore s'accorder 5 minutes peut-être si vous voulez réagir par rapport à ces différents points que j'ai pu relever. Je voulais faire un commentaire sur l'anonymisation. C'est très très compliqué sur des projets de recherche parce que il faut connaître le consortium et pouvoir évaluer si le consortium est à même de mener le projet. Et donc avec un projet où on anonymise les gens, en fait, les noms, je ne fais pas apparaître les noms, je veux dire. Soit en fait on découvre tout de suite quels sont les noms parce que les spécialités étant ce qu'elles sont, on sait à peu près de qui il s'agit. Soit on se dit mais est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir faire ça? C'est tellement pointu, s'ils n'ont pas mis la bonne personne, ça va pas fonctionner. Donc ça serait une très grosse difficulté pour l'évaluation des projets et la faisabilité même des projets. J'abonde tout à fait dans ce sens. C'est très très difficile. Effectivement, Fabrice a tout à fait raison. Soit on suppose qui c'est, soit on se demande. Voilà. Je suis tout à fait dans ce sens. De toute façon, un projet comporte tout le temps des références. Il fait allusion à des travaux antérieurs. On devine de suite qui est derrière ça. Par contre, ça pourrait mettre en péril l'évaluation de la pertinence du consortium. Ça c'est évident, je pense. Oui, j'aimerais ajouter, moi aussi, je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit. Il faut que les gens se rendent compte que les communautés scientifiques qui travaillent sur des choses assez pointues, même lorsqu'elles sont pensées à l'échelle mondiale, elles ne sont pas si grandes que ça, ces communautés. Il y a beaucoup de gens dans les disciplines, mais sur objet par objet, c'est beaucoup plus resserré. Et donc, il est quasiment impossible de ne pas savoir qui on est en train d'évaluer, etc. Et pourquoi je redis ça, je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit, mais j'ajoute qu'on règle ça habituellement par la question des conflits d'intérêts, et on veut des conflits d'intérêts avec évidemment ou promotion. Et je pense qu'on peut faire mieux demain si on combine cette notion de conflit d'intérêts avec la nécessaire formation des évaluateurs. Encore une fois, on est mieux autour de la table avec des gens qui non seulement n'ont pas de conflit d'intérêts, mais qui en plus auraient quand même suivi des formations dans le domaine qui nous occupe ce matin, c'est-à-dire plus promptes que d'autres à douter et à comprendre la nature du débat. Mais ne serait-ce que ça, comprendre la nature du débat. Moi, j'ai constaté des tas de fois que
quand on engage ces questions-là avec les évaluateurs, ils ne posent pas les bonnes questions, ils ne comprennent pas la nature du débat et viennent tout de suite sur la question du féminisme, etc. etc. C'est pas ça le sujet, ce n'est pas ça le sujet. Oui, ouais. Peut-être pour abonder dans l'idée de former les gens, on découvre tous de plus en plus le potentiel des outils de communication en ligne. Je pense qu'on devrait peut-être penser à utiliser davantage ces outils pour initier des formations, parce que faire des formations, ça veut dire déplacer des gens, mobiliser des gens. Je pense qu'avec les nouveaux outils là, auxquels on est de plus en plus avec lesquels on est de plus en plus familier, peut-être qu'effectivement on peut saisir cette opportunité pour initier des petits moments de formation des gens comme ça, peut-être. Oui, c'est vrai. On a plus de possibilités sans mobiliser trop de temps et sans déplacer les gens. Peut-être qu'effectivement, on peut réfléchir à des choses nouvelles. Oui. Et je pense que ça, c'est une piste. Au moment de la transition numérique, recourir à ces outils massivement pour faire de la formation sur des sujets de cette nature, en effet, c'est pas inintéressant, c'est même sans doute ce qu'il faut faire. Et d'ailleurs, je profite de cet échange pour préciser à Monsieur Constancieux que vous avez sur Aix-Marseille Université la chance d'avoir Isabelle Régnier qui travaille sur ces questions. Oui, je connais pas personnellement Isabelle Régnier, mais j'ai eu l'occasion de voir quelques présentations sur le sujet de sa part. Et c'est quelqu'un d'extrêmement convaincant. Juste pour préciser, c'est qu'à l'ANR, on fait des formations avec les présidents et présidentes de comités et que nous essayons de sensibiliser nos présidents et présidentes sur ces questions de biais de genre. Et cette année, nous avons décorrélé pour l'édition 2021 de l'appel à projet générique, nous avons décorrélé la formation sur le processus en lui-même des engagements, notamment en termes de genre. Nous sommes, comme je l'ai dit, signataires de Dora aussi, et donc il y aura une petite salve de formation qui aura lieu au mois de janvier. Et effectivement en ligne, ce qui est quand même beaucoup plus facile à gérer et qui est beaucoup moins chronophage pour les uns et les autres. Très bien, donc je vous propose de conclure, enfin d'arrêter là cette matinée d'échanges très, très riche et vous renouveler à tous et toutes nos remerciements pour la qualité de ces échanges et on vous donne rendez-vous donc à 14h pour la deuxième partie de ce colloque.